Le matin du dîner de la veille du mariage de mon frère, j'ai passé 45 minutes à aider ma fille de 6 ans, Chloé, à choisir quelle barrette porter dans ses cheveux, hésitant entre deux options, les petites marguerites blanches ou les minuscules étoiles argentées. Et elle en tenait une dans chaque main, debout devant le miroir de la salle de bain avec le sérieux de quelqu'un prenant une décision d'une importance capitale, ce qui était le cas pour elle puisqu'elle allait être la demoiselle d'honneur. Un rôle qu'elle connaissait depuis 4 mois et pour lequel elle s'était entraînée à marcher lentement dans le couloir de notre appartement tellement de fois qu'il y avait une légère trace sur la plinthe là où elle faisait demi-tour. Elle a fini par choisir les marguerites et je lui ai dit qu'elles étaient parfaites, et elle m'a cru aveuglément, de la façon dont les enfants vous croient quand ils n'ont pas encore de raison de douter. Mon mari Marc chargeait la voiture pendant que je finissais de me préparer, lui qui était le genre de personne à ne jamais compliquer les choses inutilement, ayant repassé sa chemise la veille. Préparer les chaussures de Chloé près de la porte et acheter une carte pour mon frère Julien et sa fiancée Mathilde sans que je le lui demande, et alors que je restais dans la cuisine à me demander s'il fallait apporter un cadeau pour les hôtes d'un dîner que j'avais techniquement aidé à organiser. Marc a posé sa main dans le bas de mon dos en disant que j'en avais déjà fait assez et qu'il fallait y aller. Nous avons roulé 40 minutes jusqu'au domaine du lac, le lieu que la famille de Mathilde avait loué pour le week-end, une bâtisse aux colonnes blanches et discrètement luxueuse qui vous donnait l'impression de devoir baisser la voix en entrant. Et Chloé a pressé son visage contre la vitre pendant tout le trajet, regardant l'autoroute devenir de petites routes de campagne puis la longue allée privée bordée de chênes. Elle m'a demandé si l'oncle Julien serait heureux de la voir et j'ai répondu que oui, et elle a demandé s'il verrait ses barrettes, ce à quoi j'ai répondu qu'il les verrait forcément, puis elle s'est rassise, satisfaite, tandis que je l'observais dans le rétroviseur. Son petit visage composé et prêt, ressentant cette chaleur particulière que l'on éprouve en voyant son enfant s'enthousiasmer pour quelque chose de pur car elle ne savait rien des complications de la vie, elle savait juste qu'elle avait un travail à faire. Qu'elle s'était entraînée et qu'elle était prête, c'était tout son monde et c'était un monde merveilleux. Mon téléphone a vibré alors que Marc se garait près de l'entrée latérale et j'ai lu un SMS de ma mère me demandant de venir par l'entrée du jardin au lieu de l'entrée principale car elle devait me parler avant que j'entre. Précisant de ne pas amener Chloé tout de suite et de laisser Marc attendre avec elle. J'ai lu le message 2 fois, Marc a demandé si tout allait bien et j'ai répondu que ma mère voulait me parler dehors seule, alors il m'a regardé avec ce regard qu'il réserve aux choses qui ne semblent pas logiques, calme et prudent. Et j'ai dit à Chloé que j'allais dire bonjour à mamie et que je revenais tout de suite, lui suggérant de montrer à nouveau les marguerites à son papa car il ne les avait pas bien vues, ce qui l'a occupé complètement. J'ai contourné le bâtiment jusqu'à l'entrée du jardin où un chemin de pierre serpentait entre des rosiers qui commençaient à peine à fleurir, et ma mère m'attendait près d'un banc en fer forgé, vêtue de sa robe bleue achetée pour l'occasion. Les cheveux coiffés et les mains jointes de cette façon particulière qu'elle avait lorsqu'elle gérait une situation difficile. Elle a expiré et a dit qu'elle voulait me parler en premier pour que je ne sois pas prise au dépourvu à l'intérieur, jetant un coup d'œil derrière moi vers le parking comme pour vérifier que Marc et Chloé étaient toujours là, puis elle a expliqué que la sœur cadette de Mathilde avait une fille, Léa, âgée de 5 ans, et que Mathilde avait demandé il y a quelques semaines si Léa pouvait être la demoiselle d'honneur à la place car elle et Chloé ne se connaissaient pas et elle voulait que le cortège soit plus cohérent et familial. Ma voix est sortie d'un ton plat quand j'ai rappelé que Chloé s'entraînait depuis 4 mois, qu'elle portait la robe et les barrettes et qu'elle en parlait tous les jours, et ma mère a répondu qu'elle le savait, qu'elle était désolée et qu'elle aurait dû m'appeler plus tôt, tout comme Julien. Mais que Mathilde se sentait gênée et que la discussion avait été repoussée, ajoutant que Chloé n'avait que 6 ans après tout. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine, une émotion qui tentait de se transformer en colère, et j'ai répété qu'elle était une enfant de 6 ans qui avait pratiqué sa marche lente dans un couloir pendant des mois pour ne pas se tromper. Mais ma mère m'a regardée avec une expression qui n'était pas vraiment de la culpabilité mais plutôt de la résolution, le regard de quelqu'un qui a déjà accepté la décision et attend que vous en fassiez autant, disant que c'était le mariage de Mathilde, sa journée. Et qu'elle voulait que la noce ressemble à sa famille. Ce mot, sa famille, m'a percuté comme si Chloé et moi ne faisions pas partie de la famille de Julien, et quand j'ai demandé ce que nous étions alors, ma mère a pris ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait que j'arrête d'être difficile. Me demandant d'être gracieuse car Julien et Mathilde étaient stressés et que la soirée devait bien se passer sans que je ne complique les choses. Je suis restée là un moment dans le jardin avec le parfum des roses et le son lointain de la musique qui commençait à l'intérieur, m'imposant de respirer profondément avant de dire que j'avais besoin d'une minute seule, et quand elle a voulu me toucher le bras.
J'ai reculé légèrement en disant que je les rejoindrais seule, ce qu'elle a accepté d'un signe de tête avant de rentrer par la porte du jardin. Je suis restée seule sous la lumière déclinante de l'après-midi, pensant à Chloé sur le parking avec ses barrettes et sa marche lente si bien répétée, puis je suis retournée vers Marc qui était accroupi à côté d'elle pour lui montrer des graviers. Et il a lu la détresse sur mon visage en une fraction de seconde, demandant à Chloé de compter combien de cailloux blancs elle pouvait trouver pour nous laisser un instant. J'ai murmuré qu'il l'avait remplacée par la nièce de Mathilde, une décision prise il y a des semaines sans nous le dire, et Marc est resté silencieux d'un silence très particulier avant de me demander comment je voulais gérer cela, et j'ai su que je devais lui dire moi-même. Je me suis accroupie à côté de ma fille qui avait trouvé 9 cailloux, j'ai pris ses mains et je lui ai expliqué avec douceur que le rôle de demoiselle d'honneur avait un peu changé et qu'une autre petite fille allait porter les fleurs au mariage de l'oncle Julien. Et son premier réflexe a été de me demander si elle avait mal marché, ce qui m'a noué la gorge instantanément. Je l'ai rassurée en lui disant qu'elle avait été parfaite mais que l'autre petite fille faisait partie de la famille de Mathilde, et Chloé a simplement demandé si elle pouvait quand même aller à la fête, porter sa robe et s'il y aurait à manger. Acceptant la déception avec cette résilience des enfants qui n'ont pas encore appris à théâtraliser leurs sentiments. Nous sommes entrés dans la salle de réception, une grande pièce aux tables drapées de lin crème avec des bougies et des fleurs de jardin, où Julien riait avec Mathilde, et quand cette dernière m'a vu. Son visage n'a pas montré de culpabilité mais plutôt l'agacement de voir une situation qu'elle espérait régler se tenir devant elle. Une petite fille en robe blanche avec une ceinture rose a couru vers elle avec un panier en osier, et j'ai vu Chloé comprendre toute la situation en silence avant de serrer ma main très fort pendant que nous prenions nos places à table. Mon père, Jean-Pierre, était à l'autre bout, calme et observateur comme à son habitude, et le dîner s'est déroulé avec les discours et les rires habituels, Chloé mangeant son poulet et racontant une histoire de grenouille à un couple âgé à côté de nous. Gérant la situation mieux que bien des adultes. Je me suis éclipsée aux toilettes pour me passer de l'eau sur le visage, pensant à la robe pour laquelle j'avais fait 3 magasins et aux 4 mois d'attente de ma fille, me sentant trahie par mon frère qui n'avait même pas eu le courage de m'appeler lui-même. Puis mon téléphone a vibré, c'était mon père, qui ne textait jamais, me demandant de le rejoindre sur la terrasse et immédiatement. Je l'ai trouvé accoudé à la rambarde face au lac, et il m'a annoncé que ma mère lui avait parlé de l'histoire de la demoiselle d'honneur juste avant le dîner. Mais il m'a révélé avoir vu un SMS sur le téléphone de ma mère où Julien demandait à cette dernière de gérer la situation car je risquais d'en faire toute une histoire. Mon père m'a alors confié, la voix empreinte d'une lassitude accumulée pendant 30 ans, qu'il avait toujours essayé de faciliter la vie de Julien mais que de voir son fils traiter sa propre sœur comme un problème à gérer et écarter sa petite fille avait été la goutte de trop. Il m'a annoncé qu'il y a 6 semaines, le partage de l'héritage de ma grand-mère avait été finalisé, incluant une maison de famille et un terrain en Bretagne où nous passions nos étés enfants, et qu'il avait décidé de changer les documents pour que tout me revienne à moi seul. Non pas par vengeance pour ce soir, mais parce qu'il refusait de continuer à cautionner le comportement irresponsable de mon frère. Puis il a sorti un petit sac en velours vert contenant un bracelet en or avec un médaillon, le bijou que ma grand-mère portait tous les jours, et il m'a expliqué avec colère que ma mère l'avait donné en secret à Mathilde il y a 3 mois comme cadeau de bienvenue, sans me consulter. Mais qu'il avait exigé que Mathilde le lui rende l'après-midi même en lui expliquant que ce cadeau était une erreur et qu'il revenait à la destinataire légitime, moi. J'avais les larmes aux yeux et mon père a posé une main ferme sur mon épaule avant de me demander de rentrer avec lui car il avait l'intention de dire quelque chose devant tout le monde, et malgré mes hésitations, je l'ai suivi à l'intérieur. La salle était animée quand mon père s'est levé près de Julien et Mathilde, sa seule présence imposant un silence soudain, et il a pris la parole d'une voix calme mais tranchante, expliquant qu'il refusait désormais que les conversations importantes se fassent en privé pour être gérées. Et il a raconté devant tous les invités comment sa fille et sa petite-fille avaient été traitées ce soir-là. Il a dit clairement que la façon dont Chloé avait été écartée sans un simple coup de téléphone était une faute, affirmant que Chloé était la famille de Julien et qu'elle méritait le respect, concluant qu'il aimait son fils mais qu'il refusait de se taire par souci de convenance. Ma mère a tenté d'intervenir en disant que ce n'était pas le moment, mais mon père l'a ignoré pour venir s'asseoir près de moi, l'air d'un homme soulagé d'un poids immense, et quand Marc s'est approché avec Chloé dans les bras, mon père l'a prise contre lui et a complimenté ses barrettes en lui disant que sa grand-mère faisait pousser les mêmes marguerites dans son jardin. Julien est venu me voir avant le dessert pour s'excuser sincèrement, sans public et sans mise en scène,
admettant qu'il aurait dû appeler, et bien que le mal soit fait, il a promis de trouver un moyen de se rattraper pour Chloé. Sur le chemin du retour, alors que ma fille dormait paisiblement à l'arrière, je tenais le bracelet de ma grand-mère dans ma main, me sentant dans un état complexe entre la tristesse et la reconnaissance, et Marc m'a serré la main en conduisant dans la nuit. Quelques semaines plus tard, le jour du mariage, Julien a tenu sa promesse et Mathilde a fait en sorte que Chloé ouvre le cortège nuptial avec une pivoine blanche à la main, marchant avec une fierté immense et un sourire radieux qui a ému toute l'assemblée. Mon père l'applaudissant avec une émotion non dissimulée. Aujourd'hui, Julien et moi essayons de reconstruire une relation plus honnête, loin des non-dits et des manipulations, et bien que ma mère reste persuadée d'avoir agi pour le mieux, nous avons trouvé un équilibre précaire lors de nos déjeuners dominicaux. Mon père appelle désormais chaque semaine pour discuter avec Chloé d'un oiseau rouge qu'elle a nommé Gérald, et je porte le bracelet de ma grand-mère presque tous les matins, lisant parfois à ma fille le petit verset manuscrit caché dans le médaillon. Et même si elle n'en comprend pas encore tout le sens, elle m'écoute avec une attention qui, pour l'instant, me suffit amplement.